Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur l'apport des études sismologiques et thermiques à la connaissance du globe terrestre. Nous allons maintenant voir dans un second temps le géotherme et la dynamique interne. Si on regarde en détail la zone située entre 100 km et 200 km de profondeur, on observe que la vitesse de propagation des ondes diminue, mais sans changement brutal. Ici, on ne détecte pas une discontinuité, mais une zone quelque peu différente à l'intérieur du manteau. Cette zone est appelée LVZ ou zone de moindre vitesse. Alors comment expliquer ce changement de vitesse? Pour répondre à cette question, il faut introduire une nouvelle notion, le géotherme. Le géotherme est la courbe qui représente ici en jaune les variations de la température en fonction de la profondeur à l'intérieur du globe terrestre. Alors attention, c'est un modèle, mais on ne discutera pas les conditions d'élaboration. On rappelle que le manteau est constitué essentiellement de péridotite. Et ce que l'on observe, c'est qu'à la profondeur de la LVZ, le géotherme croise une courbe ici en rouge, la courbe de fusion de la péridotite. Ce qui signifie que la péridotite, à cette profondeur-là, à cet endroit-là, commence à fondre. On peut vérifier cette hypothèse grâce à une enclume à diamant qui permet de soumettre une roche, par exemple la péridotite, à de très grandes températures et de très grandes pressions. La LVZ serait donc constituée en fait d'un mélange de roches très partiellement fondues. On considère que l'ordre de fusion de la péridotite est plutôt de 2%. Ce qu'on comprend, c'est que ce mélange devient donc ductile, et c'est ce comportement ductile qui ralentit la propagation des ondes sismiques. Dans le cadre de notre programme, nous considérerons que la LVZ, ici en vert, constitue la zone qui sépare la lithosphère de la sténosphère. La sténosphère est donc une portion du manteau sur laquelle repose la lithosphère. La distinction entre manteau lithosphérique et manteau asténosphérique n'est donc pas liée à la différence de composition des enveloppes, mais bien à une distinction de comportement. La lithosphère est cassante alors que l'asténosphère est ductile. D'ailleurs, c'est ce que l'on observe quand on regarde la profondeur des séismes. On observe que la grande majorité des séismes ont lieu plutôt à de faibles profondeurs, donc entre 0 et 50 km de profondeur, ce qui est la profondeur de la croûte terrestre, de la lithosphère. Donc, la majorité des séismes, qui sont des ruptures, fractures des roches, ont lieu dans la lithosphère, qui est cassante. On note également que si on compare la localisation de cette LVZ entre les océans et les continents, on observe une grande différence. La LVZ sous les océans se trouve à une profondeur plus faible que la LVZ sous les continents. Ainsi, la lithosphère océanique est moins épaisse que la lithosphère continentale. On définira donc la lithosphère comme une couche superficielle de la Terre, constituée de la croûte terrestre et d'une partie du manteau, et divisée en plaques mobiles sur un substrat visqueux, la sténosphère. Vous avez vu au collège que les plaques lithosphériques se déplaçaient selon le modèle de la tectonique des plaques. Ces mouvements sont liés au transfert de chaleur au sein de la planète. En effet, la planète Terre perd de la chaleur. C'est particulièrement visible au niveau des zones géothermales. La chaleur se dissipe par conduction au sein de la lithosphère. La conduction thermique est un mode de transfert de chaleur qui n'implique pas de déplacement global de la matière. La chaleur est transférée d'une partie chaude d'un système vers une partie froide. Par analogie, prenons ce bâton de métal qui est chauffé par une source et tenu par vos doigts.
Eh bien, la chaleur sera transférée le long de ce morceau de métal par conduction jusqu'à ce que vous sentiez cette chaleur au niveau des doigts. Il n'y a pas eu de déplacement de matière. Au contraire, au sein du manteau, la chaleur est dissipée par convection, c'est-à-dire que l'on observe des mouvements de matière au sein du manteau. La convection peut par exemple être observée dans une casserole d'eau bouillante, avec une source de chaleur placée à la base de cette casserole. Chauffé par le bas, le liquide remonte car sa densité devient plus faible que le reste. Puis la chaleur se libère en haut de la casserole, où la température n'est plus du tout la même. Il y a donc transfert de chaleur. Et ce liquide perd de la température. Il se refroidit et devient moins dense et donc retombe. On observe alors la mise en place de ce qu'on appelle des cellules de convection. Il y a eu mouvement de matière, ici l'eau. Alors voici un argument pour montrer qu'il y a une convection au sein du manteau. Si on regarde le géotherme, on voit que la partie inférieure du manteau est chauffée par une source de chaleur et cette chaleur se dissipe ensuite grâce à la partie supérieure au contact de la croûte plus froide. En d'autres termes, la différence de température entre le haut et le bas du manteau induit nécessairement une dissipation de chaleur. Or, les propriétés physiques du manteau, c'est-à-dire sa densité, sa viscosité, etc., rendent possible la convection mantélique. Alors attention, on a bien dit que le manteau était constitué de roches, il est donc solide. Ce déplacement de matière au sein du manteau serait donc de l'ordre de 1 à 5 cm par an. Il est très lent. Pour résumer, la différence de température à l'intérieur de la Terre et les propriétés physiques des enveloppes terrestres, c'est-à-dire un noyau chaud, un manteau chaud et visqueux, une LVZ ductile, une lithosphère froide et cassante, tous ces éléments expliquent la convection mantélique qui entraîne le mouvement des plaques lithosphériques. Nous avons vu que la convection mantélique était le résultat de variations de température au sein du manteau. Comment l'étudier? Eh bien, depuis les années 70, les scientifiques ont mis au point une technique d'étude basée sur les ondes sismiques, appelée tomographie sismique. Cette méthode se base sur l'étude précise des séismes naturels et l'utilisation d'un modèle de référence, comme par exemple le modèle PREM. Dans ce modèle PREM, on admet que le globe terrestre est constitué d'enveloppes concentriques homogènes, c'est-à-dire que la constitution, la composition sera toujours la même, et donc la vitesse des ondes est prédictible. La vitesse des ondes sismiques, on s'attend à ce qu'elle soit toujours la même pour une profondeur donnée. On mesure alors le temps d'arrivée des ondes sismiques à différents endroits pour un même séisme, ce qui permet de connaître les vitesses réelles de propagation des ondes. On rappelle que l'étude de ces vitesses des ondes est possible car au niveau des discontinuités, c'est-à-dire au niveau des endroits où on a un changement de milieu, eh bien les ondes, elles peuvent être réfractées, mais elles peuvent également être réfléchies. On pourra donc les capter à la surface. Si on a un grand nombre de sismogrammes à un endroit donné, on pourra donc capter des informations locales relatives aux zones qui entourent les sismographes. Alors, ce qu'on obtient quand on fait de la tomographie sismique, c'est ce genre de profil. Ici, on fait une coupe au niveau du Mexique et des Caraïbes. Et on observe ce qui se passe en profondeur, on observe la vitesse réelle des ondes réfléchies. Eh bien, ce qu'on observe, ce sont des anomalies, c'est-à-dire des différences par rapport à ce qui était attendu dans le cadre du modèle PREM. On observe des anomalies positives, ici en bleu, si les ondes sismiques se propagent plus rapidement que prévu. Et on observe des anomalies négatives si les ondes sismiques se propagent moins rapidement que prévu, ici les zones en rouge.
Ces anomalies peuvent ensuite être interprétées comme des variations locales des températures. Si les ondes sont plus rapides que prévu, c'est parce que le milieu est plus dense que prévu. Et donc, il est peut-être plus froid que prévu. On note que les variations de vitesse sont de l'ordre de quelques pourcents et qu'elles sont traduites en variations de température de l'ordre de la centaine de degrés. C'est à remettre en perspective avec ce que nous avons dit plus tôt sur le géotherme. Ainsi, la tomographie sismique, basée sur des mesures et une comparaison avec un modèle, permet de mettre en évidence des hétérogénéités au sein du manteau, c'est-à-dire que l'on observe des variations de température. Et ces variations sont le résultat de la convection mantélique. En conclusion, nous allons répondre à nos problématiques. Nous avons vu que l'étude des ondes sismiques, libérées par la rupture de roches dans la lithosphère au cours d'un séisme, permettait de mieux comprendre la structure interne du globe. Elle permet la mise en évidence de discontinuités qui permettent d'identifier des changements de composition des enveloppes de la Terre. La connaissance de ces enveloppes constituant la Terre a permis la construction d'un premier modèle appelé modèle PREM, qui contient une croûte, un manteau, un noyau externe et un noyau interne. De plus, nous avons vu que les vitesses de propagation des ondes étaient affectées par le comportement cassant ou ductile des couches constituant le globe terrestre, notamment avec l'identification de la LVZ. Dès lors, on peut proposer une organisation des couches superficielles selon l'état physique des matériaux qui la composent. La lithosphère cassante repose sur une asténosphère ductile. Un troisième paramètre modifie la vitesse des ondes sismiques, c'est la température. Ainsi, la sismologie permet de mettre en évidence des variations de température au sein du globe. Elle permet notamment la construction du géotherme et met également en évidence des variations plus locales. C'est le cas dans le manteau qui montre une certaine hétérogénéité observable en tomographie sismique. Ces variations locales de température sont notamment liées à la convection mantélique, c'est-à-dire au déplacement de masse dans le manteau, permettant l'évacuation de la chaleur interne du globe. Enfin, c'est cette convection mantélique qui est responsable de la tectonique des plaques, du mouvement des plaques lithosphériques, qui induisent ces mêmes séismes. La convection mantélique est donc un moteur essentiel de la dynamique du globe. C'est la fin de cette vidéo et de ce chapitre. J'espère que vous avez pu prendre des notes. Je vous dis à très bientôt pour le quiz et pour d'autres vidéos.